Bonsoir à tous. Pour cette 7e émission, nous vous invitons tout d'abord à la table ronde avec les lauréats des prix 2020 du Salon du Livre de Chaumont, Philippe Ayat et Grégory Bucher. Ensuite, vous découvrirez les éditions Lire à l'Est, le Pythagore édition, et les éditions Dominique Guignot. Enfin, nous retrouverons Frédéric Siriès, président du jury des prix du Salon du Livre de Chaumont, et Témi Chaubangeau, représentante du jury des lycéens. Allez, je vous propose de découvrir nos deux lauréats pour discuter avec eux. Alors, juste pour préciser, un est en visioconférence, qui n'a pas pu être là, et l'autre est bien présent. Bonjour Grégory Bucher. Bonjour. Et bonjour Philippe Ayat. Bonjour. Merci et félicitations déjà à tous les deux pour ce prix-là. Philippe Ayat, vous avez le prix des lycéens et Grégory Bucher, le prix du Salon du Livre de cette année 2020. Peut-être avant de présenter vos deux ouvrages à l'un et l'autre, sont deux prix de lecteurs. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui fait plaisir? Pour vous, Grégory Bucher, c'est pour un premier ouvrage, un premier récit. J'imagine que c'est toujours une belle surprise, une belle récompense, un prix de lecteur. Bah oui, là, d'autant que vu la situation, moi, le livre est sorti 2 jours avant le confinement des librairies, donc toute visibilité est bonne à prendre. Et puis, en discutant, je sais que un jury est forcément assez disparate dans sa sociologie, les générations, etc. Donc l'idée que le livre ait pu parler à un public comme ça, un lectorat assez divers, ça fait très plaisir, ouais. Un livre particulier, on verra ça aussi, un livre qui navigue entre autobiographie, un peu de folie aussi, biographie, un récit sous forme de journal intime qui va sur les routes d'une ville, Malakoff, qui vous dit à vous beaucoup de choses depuis très longtemps et qui va aussi être un peu un livre sur une reconversion, une métamorphose de votre propre travail et de votre propre identité. On verra ça et on en parlera dans un instant. Philippe Ayat, vous avez reçu le prix des lycéens. C'est pas le premier prix que vous avez, puisque votre premier ouvrage, il y a quelques années, avait été beaucoup récompensé. Quelle a été votre réaction face à ce prix de lycéens ? Je suis très touché, d'abord parce que c'est un prix qui vient d'un lectorat jeune et j'adore transmettre et je crois que quand on écrit, on transmet toujours un peu et transmettre aux nouvelles générations, c'est une immense satisfaction. Et puis aussi un regard de lecteur qui reconnaît un livre et qui lui donne un prix, c'est toujours pour l'écrivain un encouragement à écrire. On est tellement seul quand on écrit, on n'est jamais sûr qu'on suit la bonne route, on n'est jamais sûr de ce qu'on fait finalement. Et ça n'a pas changé, je suis en train d'écrire mon 3e roman et cette crainte, ce doute, c'est toujours très présent. Alors, quand des lecteurs choisissent ce livre et puis nous donnent un prix, on se dit quelque part qu'on ne s'est pas trop trompé et ça nous encourage à poursuivre la route. Donc, c'est extrêmement précieux pour nous. Alors ce prix, Philippe Ayat, c'est pour cet ouvrage « Où bat le cœur du monde » aux éditions Calman Lévy, 2e roman que vous publiez. Vous êtes entrepreneur dans la vraie vie, si je peux me permettre de le dire comme ça. Vous avez dit le mot transmission et finalement ce livre-là est aussi une histoire de transmission, une transmission par la musique. L'histoire de ce jeune Darius qui va perdre tragiquement son père à Tunis en 1935. Ils sont juifs. Son père va se faire lyncher par des Arabes parce que à l'époque la Tunisie est française. Les Juifs sont vus, en tout cas par certains Arabes et pas par tous, comme des mécréants et comme des amis des Français. Le père de Darius possède une librairie. Et les Arabes vont lyncher ce père. Darius sera présent, il sera gravement blessé, il va s'en sortir. Et sa mère va tout faire pour que Darius devienne un bon élève et réussisse ses études. C'est ce que voulait son père pour lui. Or, Darius va s'intéresser très vite à la musique et va rêver
devenir un grand musicien. Et la musique, il va la rencontrer grâce à une jeune femme qu'il va rencontrer et grâce à un autre musicien. Est-ce que ce livre est d'abord une histoire de transmission, Philippe Ayat? Absolument. C'est une histoire de transmission. Je l'ai d'ailleurs dédicacée à mes parents et à leurs parents. Donc c'est un hommage à ceux qui, quelque part, nous ont fait ou ont commencé à nous faire. Et puis après, on prend le relais en essayant de s'en sortir comme on peut dans cette vie. Mais c'est un hommage à ceux qui nous ont donné les moyens de construire quelque chose. Vous parlez du père de Darius. Alors lui avait un rêve. Donc c'est une famille juive typique de la Tunisie du début du siècle, du début du XXe siècle. Ils avaient un rêve, c'était de devenir plus français que les Français. Ils ont épousé la République et son amour pour la France s'exprime par le fait qu'il tient une librairie. Donc je parle du père de Darius. Il tient une librairie parce qu'il a envie de faire découvrir aux Tunisiens la culture et les romans français. Et c'est ça qui va créer sa perte, puisque les fondamentalistes musulmans, on ne parle pas des musulmans de Tunisie, on parle des fondamentalistes musulmans de cette époque, considèrent que les romans français sont impurs et contredisent les lois du Coran. Et ça va causer sa perte. Donc, comme vous l'avez dit, il va se faire lyncher. Et donc, Darius va perdre son père très jeune, mais il gardera tout au long de sa vie les efforts que son père a fait pour s'élever, pour élever sa famille. Et puis la maman va prendre le relais, c'est elle qui va éduquer Darius et qui va se sacrifier pour qu'il fasse des bonnes études et qu'il s'élève lui aussi dans la République de France. Et sans sa mère, il ne serait rien, il lui doit tout, mais en même temps, et on le voit dans la suite du livre, cet amour que lui prodigue sa maman peut être aussi un frein à ses propres motivations et à ses propres envies, puisque forcément, sa mère veut le guider sur un chemin qui est le chemin des études, mais lui tombe amoureux de la musique et il a envie de suivre un autre chemin. Et là, on va se rendre compte que par amour, on peut aussi faire du mal à son enfant en voulant le guider sur une voie qui n'est pas la sienne. Vous écrivez, sa mère le voulait au premier rang parmi les fils de colons, les juifs naturalisés et les notables arabes, pris en charge par des professeurs venus de France, et lui, pour ne pas la contrarier, il faisait semblant d'y croire. Est-ce que, finalement, pour réussir son rêve, en l'occurrence Darius, c'est le rêve d'être musicien, ça passe par la fuite et couper le cordon avec les parents et avec la mère en l'occurrence? Oui, à un moment, c'est une question de survie, c'est-à-dire qu'on a le choix. Est-ce qu'on suit le parcours rêvé des parents, auquel cas on renonce à soi-même? Ça ne veut pas dire forcément qu'on est malheureux, c'est peut-être même plus sécurisant, mais on renonce à soi-même. Ou alors on crée la rupture, et ça c'est dramatique, puisque on fait de la peine à ceux qu'on aime le plus au monde. Et donc, du point de vue du fils, est-ce que j'ai le droit de faire du mal à mes parents qui se sont sacrifiés pour moi et qui m'ont tout donné? Jusqu'où ai-je le droit de m'écouter moi-même? Et jusqu'où ai-je le droit de les faire souffrir eux? Et puis, du côté de la maman, elle se demande dans le livre, mais je n'ai pas compris mon enfant, il a des envies que je n'ai pas su ressentir. Comment ai-je pu me tromper autant? J'ai failli l'aiguiller sur une voie qui n'était pas la sienne, je l'ai fait avec la meilleure volonté du monde, donc on peut faire du mal par amour. Et cette question réciproque entre le fils vis-à-vis de sa mère et la mère vis-à-vis de son fils, c'est un peu le fil directeur tout au long du roman. On reviendra sur la mère qui est importante. D'ailleurs, dans vos deux ouvrages, celui de Grégory Bucher aussi, la mère est importante et la transmission aussi. Juste pour revenir sur la ville de départ, parce qu'on va suivre Darius de Tunis à New York, où il va réussir, parce que dès le départ du livre, on sait qu'il va devenir un grand musicien. Ce livre est aussi un livre sur toutes les discriminations sociales, raciales, discriminations religieuses aussi. Mais
tout de même la ville Tunis de départ, même si c'est un roman, je crois qu'elle est très importante pour vous, Philippe Ayat. Elle est très importante parce que, alors moi, j'y suis allé une fois dans ma vie avec mes parents pour retrouver un peu les lieux de leur enfance, mais je n'y ai jamais vécu. Mes parents en sont partis très jeunes, à 18 ans, pour faire leurs études à Paris. Mais j'en ai tellement entendu parler par mes grands-parents dans mon enfance que j'ai eu l'impression moi-même d'y passer une partie de ma jeunesse. Quand l'été, on allait à la mer avec mes grands-parents, on passait nos vacances dans le sud de la France, plutôt que d'aller à la plage, je montais chez eux, je m'asseyais sur le balcon et je demandais à mon grand-père de me raconter le Tunis de son enfance, ce Tunis du début du XXe siècle. Et voilà, je l'ai tellement rêvé que j'ai eu envie d'installer l'histoire, en tout cas le début de l'histoire, dans ce Tunis-là, c'est-à-dire les années 30, un Tunis qui est sous protectorat français, des familles qui sont amoureuses de la République, qui ont envie d'y élever leurs enfants. Et j'ai dû reconstituer un monde perdu, puisque ce Tunis-là n'existe plus, parce que les noms des rues ont changé. À l'époque, c'était des rues de l'histoire de France, ce n'est plus le cas. Et donc, il a fallu que je me replonge dans les cartes anciennes, dans l'histoire disparue d'il y a un siècle. Et ça a été une plongée dans le passé pour faire revivre ce décor qui n'existe plus. Et effectivement, je l'ai toujours entendu comme étant un petit paradis sur Terre et j'ai voulu m'y replonger. Alors forcément, il m'offre une passerelle incroyable, Grégory Bucher, sur cette ville rêvée, ville qu'on fantasme. Vous, c'est Tunis, la ville de vos grands-parents. Philippe Ayat, Grégory Bucher, Malakoff, c'est le titre de votre ouvrage qui a paru aux éditions Verticales. Alors Malakoff, c'est pas la ville de vos grands-parents ou de vos parents, c'est une ville imaginée, rêvée depuis très longtemps, l'âge de 16 ans, où finalement vous voyez ce nom de cette ville dans un ouvrage d'art et qui va vous faire rêver longtemps parce qu'elle porte une consonance comme ça, une sonorité russe bien éloignée de la ville dans laquelle vous vivez, que vous appelez Haguenau dans le livre, mais qu'on imagine bien être Haguenau en Alsace. Et cette ville revient quelques années plus tard, vous êtes artiste, vous vivez à Lille. Alors je dis vous, et on expliquera en quoi ce livre est un récit autobiographique, mais avec quand même une part d'imaginaire, d'imagination dedans. Mais c'est effectivement votre histoire, puisque c'est un journal intime. Vous racontez une résidence d'artiste pendant plusieurs mois, et justement, cette résidence se passe à Malakoff. C'est l'appel d'une connaissance qui vous dit « Tiens, peut-être que ça va t'intéresser. Cette ville, Malakoff, propose des résidences. » Et là revient, après ce coup de fil, en pleine nuit, je crois, en mémoire, ce nom, Malakoff, donc, ville imaginée à l'âge de 16 ans et qui revient donc quelques années plus tard. Il se trouve que dans cette ville vit ou vivrait l'artiste qui vous a donné l'envie vous-même d'en faire votre profession. Cet artiste s'appelle Sam Safran. Voilà déjà deux raisons qui vous poussent à postuler. Pour le sujet de résidence, vous proposez deux choses. Une enquête sur l'origine du nom même, Malakoff, et cette enquête, cette quête de cet artiste Sam Safran. Ce livre est fait sous forme de journal, effectivement, qui commence un tout petit peu avant cette résidence, et ce livre va raconter cette résidence enquête, réellement, l'origine de Malakoff. Vous allez aller sur les pas de Sam Safran, mais plus que ça, on se rend compte très vite que ça devient très vite une quête identitaire, ce livre-là. C'est un récit autobiographique, c'est un véritable journal intime, c'est une vraie fabulation, ce livre. Oui, c'était la figure du Y est très importante dans le livre, puisque le personnage ôte le Y de la fin de son prénom pour devenir Grégor, donc il y a une sorte de dédoublement et de gémellité entre
Grégory qui part en résidence à Malakoff dans les Hauts-de-Seine et Grégor qui part, le personnage imaginaire sur ce territoire fantasmé d'une possible Russie à la frontière de Paris. Et donc cette errance, elle se divise comme ça, comme les deux branches d'un Y, ou comme la ramure d'une branche, entre cette, effectivement, enquête à la recherche de ce personnage qui est Sam Safran, qui m'a donné envie dont l'œuvre m'a donné envie d'être artiste, et qui ne cesse de se dérober au personnage. Et puis l'histoire de cette ville, pourquoi une ville aux portes de Paris porte un nom russe. Et en fait, ces deux branches de l'histoire vont ne cesser de comme une fractale, quoi. Il va y avoir à chaque fois une petite ramure en plus, et ça va faire comme un jeu de matrioshka. Et effectivement, c'est là qu'arrive l'errance, où le personnage en fait ne cesse de se perdre de digression en digression, et chaque thématique du livre lui amène à ouvrir une porte qui cache encore une autre porte. Donc voilà, c'est une sorte d'enquête sans fin. Juste pour préciser pour le Y, effectivement, quelques jours avant qu'il parte en résidence, sa mère lui dit qu'il aurait dû s'appeler Grégor et qu'au dernier moment, elle trouvait ça un peu trop exotique. Donc ils ont rajouté ce Y. Et lui, en se promenant avec son chien, va trouver un bâton étrangement qui a cette forme de Y, il va décider de couper ça. Et le livre démarre réellement, je trouve, à ce moment-là où on est dans cette quête de cette identité-là. Ouais, qui est un bâton à la fois une sorte de sceptre qui fait de lui le roi du territoire qu'il arpente, et puis qui rejoue la forme d'un bâton de sourcier, et qui, grâce à une sorte de force magique, va lui permettre de remonter aux origines, comme on remonte à la source de quelque chose. Ça fait un peu pèlerin aussi. Hein ? Du coup, je vous ai en face de moi Grégory, l'auteur de ce livre. Effectivement, ce double dans le livre est Grégor, un double imaginé. On se pose aussi nous-mêmes la question, on ne peut pas se refaire, nous lecteurs, hein, quelle est la part de vrai, de pas vrai. D'autant que le fameux Sam Safran, que je ne connaissais pas, j'ai dû aller sur Google, comme beaucoup, pour vérifier qu'il existait bien. Parce que par moments, on a l'impression que vous nous menez en bateau. Est-ce que ça, c'était aussi une envie pour vous, en tant qu'écrivain, pour ce premier roman, premier récit, d'un peu brouiller les pistes et de faire aussi un jeu de poupée russe, si je peux aller jusqu'au bout de cette image russe? Oui, c'était la principale... comment dire, c'était l'un de mes principaux intérêts au moment de l'écriture, de me faire croire aussi des choses sur ma propre biographie. Et en ce sens, il y a notamment, par exemple, l'intervention, il y a beaucoup d'images dans le livre qui, en théorie, l'histoire de la photographie, ça sert d'instrument de preuve à la base, la photographie. Et donc ici, c'est à la fois des images qui viennent comme ça sertir le texte et exposer au lecteur que tout ce qu'on lit est vrai, puisqu'on en a la preuve par l'image. Mais quand on entre un peu dans la psyché du personnage, on peut commencer aussi à voir en lui une forme de paranoïa et se dire que ces images ont peut-être été construites de toutes pièces, que ce sont des faux témoignages, des images qu'il a construites de toutes pièces pour faire adhérer le lecteur à son délire. Donc il y avait en effet cette idée que, par exemple, la résidence, le journal raconte 3 mois de résidence, le livre a mis beaucoup plus de temps pour être écrit, et donc finalement, je dirais qu'à la fois tout est réel, mais que dans la dilatation du temps, c'est-à-dire j'ai mis plus de temps à écrire ce que j'ai vécu, il y a des failles qui se créent à l'intérieur desquelles il y a de la fiction qui s'est créée, quoi. Donc oui, c'était l'un de mes principaux buts. Il y a notamment par exemple des moments où l'image, où le texte affirme quelque chose. Par exemple, le personnage raconte un rêve qu'il a vu, et puis un rêve qu'il a fait, pardon. Et la page d'après, on voit une image de ce rêve. Donc il y a des images impossibles aussi qui sont créées à l'intérieur du texte. Mais je voulais que dans ce jeu-là, effectivement, le lecteur ne sache jamais trop sur quel pied danser. Alors effectivement, le livre est ponctué de photos, d'images qui, vous le dites, sont là pour faire preuve de ce qui est écrit. Je parlais de métamorphose tout à l'heure parce que ce livre, et
vous le dites dès le départ, la résidence arrive à un moment où vous posez des questions sur votre propre travail d'artiste, peut-être une vraie remise en question, envie de faire d'autres choses, peut-être de passer à l'écriture, ce qui est concrètement le cas là. Et vous citez à un moment donné Enrique Villamatas qui dit « On écrit moins pour savoir qui l'on est que pour découvrir en quoi l'on se transforme ». Et c'est ça finalement, est-ce que je ne suis pas en train d'écrire moi-même ma propre métamorphose et mon propre passage à autre chose? Finalement, c'est l'écrivain en train d'écrire, en train de se voir devenir écrivain que vous racontez là aussi. Oui, parce que je pense que on retrouve ça effectivement dans l'œuvre d'Enrique Villamatas, mais enfin, je crois que la transformation pour ce personnage, ou ce que moi j'aime chez les livres de Villamatas, c'est pas un état transitoire, en fait, c'est un état permanent, la transformation. Et je crois que en effet, le livre raconte ça aussi, l'histoire d'un... En effet, je voulais... Le milieu de l'art contemporain, donc c'est un personnage qui ne se satisfait plus disons, du milieu sociologique dans lequel il évolue professionnellement, de ce qu'il est amené à lui à produire en tant qu'artiste. Et donc on le prend dans un moment de crise. Et en fait, c'était très important aussi pour moi de mettre en acte, on va dire, ce départ du champ de l'art, d'en faire un acte créateur. Et c'était aussi important pour moi de le mettre en scène parce que le milieu de l'art contemporain, quand il est abordé dans la fiction, que ce soit au cinéma, en littérature, c'est souvent pris sous l'angle de la satire un peu. On pense à Jeff Koons, aux millions qui sont censément dépensés. Enfin, on sait assez peu finalement, le public sait assez peu ce que c'est la vie quotidienne d'un artiste dans le ventre mou de ce qu'est l'art contemporain français aujourd'hui. Et j'avais envie de raconter ça, sans être dans cette satire, mais au premier degré. Et puis, je voulais aussi raconter ce personnage. Je dirais pas que le livre est une charge critique contre l'organisation de l'art contemporain, mais le personnage est quand même traversé d'une humeur critique qui fait qu'il a besoin de quitter ce milieu, ne serait-ce que pour un temps. Et je pense que c'était une volonté que j'avais. Il ne faut pas laisser la critique de l'art contemporain à ses contenteurs, réactionnaires, etc. Et je pense qu'il y a une critique de gauche de l'art contemporain qui doit être faite par les gens de ce milieu. Et donc moi, je ne suis pas théoricien, je ne suis pas sociologue ou philosophe, mais c'était ma façon d'essayer de remettre ça en question et de remettre ma place en question à l'intérieur de ça. Alors justement, remettre sa place en devenant aussi un peu l'étranger de soi-même, l'étranger d'une ville, étranger étrange aussi, parce que vous poussez assez loin le ridicule par moment, parce que vous arrivez là avec votre chapka, parce que tant qu'à faire, je vais jouer mon rôle de Grégor, ce nom russe, dans une ville qui porte un nom russe, qui me fait fantasmer depuis très longtemps, donc je vais aller acheter une chapka dans une boutique pas très loin d'où vit ma mère, dans le lieu de mon enfance finalement. Il y a ce bâton de pèlerin que vous portez avec vous. Vous avez l'air complètement étrange quand vous arrivez à Malakoff. Ça aussi, vous poussez ça jusqu'au bout finalement, cette image qu'on peut avoir de cet artiste un peu étrange et un peu ridicule aussi. Oui, le personnage à un moment explique que puisque les fous sont aujourd'hui cachés derrière des murs, c'est pour ça que les municipalités ont tellement besoin ou aiment tellement les résidences d'artistes, parce qu'il faut quelqu'un qui vienne incarner ce rôle au sein de la communauté. Après, sur cette silhouette, avec ce bâton de pèlerin et cette chapka, le livre est c'est issu de ma culture, donc très inspiré par notamment le cinéma burlesque. Et je fantasmais un personnage qui soit comme l'inspecteur Clouseau, enfin Peter Sellers dans les films de Black Edwards, ou comme Monsieur Hulot, qui soit une silhouette reconnaissable, une silhouette un peu à la ligne claire, ou comme Tintin, et qui soit capable, comme dans ces films ou ces bandes dessinées, alors pas de rebondir de plan en plan ou de case en case, mais de signe en signe, une sorte de personnage ouvert
tout ce que son aventure lui apporte et constamment capable d'ouvrir les portes qui se présentent à lui donc ça c'était important pour moi que effectivement que cette silhouette burlesque se promène comme ça au fil du livre et presque d'en faire il y a quelques lecteurs qui m'ont dit qu'ils avaient eu cette impression qu'il avait le potentiel d'une sorte de personnage récurrent et ça c'est alors ça ne le sera pas forcément, mais c'était la volonté que j'avais en tout cas quand j'ai fait cette figure reconnaissable immédiatement, quoi. Avec cette obsession d'arriver à pousser la porte de Sam Safran et de rentrer dans cet atelier. Alors Sam Safran existe réellement, grand peintre qui a peint des escaliers, entre autres, beaucoup, des plantes, la nature aussi. Ça, c'est l'obsession de votre personnage. Alors, on ne va pas forcément dire s'il y arrive, même si ce n'est pas forcément un livre d'intrigue, mais tout de même, nous, on a envie de savoir dès le départ, est-ce qu'il va réussir à rencontrer ce vieux monsieur qui a l'air particulier, qu'on ne voit pas beaucoup d'ailleurs, ni dans les médias, ni ailleurs. Donc, on voit bien que c'est un monsieur qui s'est enfermé dans cet atelier. Ça, c'est une obsession que vous avez depuis longtemps. Dites-moi 2-3 mots quand même sur Sam Safran et le rapport que vous avez avec lui. Et qui est-il? 2 mots, parce qu'il est quand même très peu connu. Alors, ouais, ça c'est quelque chose qui traverse même mon travail de plasticien. C'est souvent des personnages en quête effectivement d'identité, d'une origine et d'une filiation. Alors là, en l'occurrence, ce que le personnage recherche, puisqu'on voit aussi qu'il y a un nœud dans le roman autour de la figure du père. Et Sam Safran, le personnage l'obsède, mais comme une sorte de figure tutélaire, intellectuelle, artistique. Et d'ailleurs, le personnage se pose un peu cette question, il y a cette ville dont il vient, Haguenau, qui a une grande place dans le récit, et puis cette seconde ville natale, onirique, qui serait Malakoff. Donc il y a toujours cette idée, et donc Safran serait une sorte d'origine effectivement culturelle, sur un autre plan que le plan physique. Et il est obsédé par l'idée de découvrir son atelier, puisque Sam Safran a passé quasiment toute sa vie à représenter son atelier au sein de ses œuvres. 2 branches dans ses aquarelles et ses pastels. C'est la représentation donc infinie d'escaliers en colimaçon, à peu près toujours le même, et ces ateliers recouverts de fils envahis par les philodendrons. Donc oui, c'est une obsession. Je pense que le personnage voit ça comme presque un angle mort de sa conscience. Enfin, c'est un lieu qu'il a besoin de chercher parce qu'il sent que là, il y a quelque chose qui naît dans sa biographie à lui. Et donc, c'est un endroit presque psychique, mais d'ailleurs, comme c'est on dit une causa mentale, enfin, pour Safran, ce lieu est devenu un lieu psychique avant d'être un lieu physique. Alors, vous l'avez dit, il y a cette figure du père. Et c'est là aussi où en tout cas, c'est là, malgré la très grande différence entre vos 2 ouvrages, à vous et à Philippe Ayat, mais tout de même, tout part de là, de cette absence du père, très jeune, où finalement, les 2 personnages, on va dire Grégor pour vous, votre personnage Philippe Ayat, qui s'appelle, et voilà, j'ai perdu le prénom, et Darius, pardon. Et Darius, c'est vous, vont tous les 2 perdre leur père, ou en tout cas voir leur père absent, très jeune, et vont chercher une figure tutélaire, ou en tout cas quelque chose ailleurs, et tous les 2 vont aller dans l'art. Vous, ce sera Sam Safran, et cette envie de devenir comme lui un peintre ou un artiste. Et Darius va trouver finalement, peut-être, dans la figure d'un musicien, peut-être autre chose, et peut-être remplacer cette figure du père. Est-ce que je peux dire ça comme ça, Philippe Ayat? En fait, il va pas forcément chercher à remplacer la figure du père. Il y a un certain nombre de bonnes fées qui se sont penchées sur son parcours, mais ce sont plutôt des femmes qui lui mettent le pied à l'étrier, qui l'encouragent, qui lui forgent son début de carrière. En fait, c'est pas tant un autre père qu'il recherche
mais plus une façon de transcender sa vie. Sa vie est née sous de mauvais auspices, puisqu'il a eu une enfance très difficile, donc il a perdu son père très jeune, il vit dans la misère, dans la pauvreté. Et la musique, c'est une révélation pour lui, puisque quand il écoute de la musique, il a l'impression, quelque part, qu'il soulève ce voile de détresse qui s'est abattu sur le monde et sur sa vie, pour finalement voir scintiller des milliers d'éclats qui peuvent rendre la vie un peu plus jolie. Et donc, il cherche pas forcément la figure d'un nouveau père, mais plutôt, il cherche à justement soulever ce voile de misère qui a recouvert sa vie pour se dire finalement, ça vaut le coup de vivre et la vie peut être une magnifique aventure d'expression et d'épanouissement. Et donc, c'est la musique quelque part qui le conduit à s'exprimer, à vivre, à survivre d'abord, puis à vivre, puis à devenir l'homme qu'il est, et puis ensuite à transmettre son art à tous ceux qui ont besoin de croire en quelque chose, en la beauté, et la musique est une source de réjouissement qui redonne confiance et qui redonne envie de vivre. Donc c'est plus une renaissance dont il a eu besoin et la révélation de la beauté de l'existence grâce à l'art et à la musique. Sur l'enfance, Grégory Bucher, puisqu'on parle de l'enfance, vous citez Georges Perec, W. Vous, c'est le Y, mais Perec, c'est W. L'enfance n'est ni nostalgie, ni terreur, ni paradis perdu, ni toison d'or, mais peut-être horizon. Point de départ, coordonnées X, Y, à partir desquelles les axes de ma vie pourront trouver leur sens. Tout part de là ? Oui, dans son obsession du Y, le personnage comment dire ? Effectivement, tout part de là. Il y a une figure qui est très importante dans le livre, c'est le personnage travaille beaucoup sur un logiciel d'imagerie 3D et parle de cet axe abscisse ordonnée XY avec le croisement, le O, qui, d'après, donc là il y a un texte de John Berger qui est cité, qui explique que ce O est l'endroit du foyer en fait, que le Y, la verticale, relie les morts dessous la terre et le ciel, les dieux au ciel, et puis que la ligne X, l'horizontale, c'est tous les chemins qui partent de notre foyer, qui nous relient au reste du monde. Et dans le mot foyer, le Y est en plein centre. Donc il y a cette obsession qui l'amène en effet à découvrir ce texte de Perec, dont on sait bien à quel point il a recherché ses origines, qui étaient pour lui aussi un angle mort de sa biographie. Voilà. Alors parlons des mères, parce que les mères sont présentes là aussi dans vos deux ouvrages. La mère, on l'a dit, Philippe Ayat, qui va se sacrifier pour son fils. Et vous, Grégory, la mère est présente. Au début du livre, il va retourner dans sa chambre d'enfant quelques jours avant de partir en résidence. Sa mère viendra le voir à Malakoff, notamment pour la lecture de fin de résidence, qui est terrible comme lecture, pour ceux qui veulent effectivement voir une autocritique de ce qu'est un artiste contemporain. J'invite vraiment à lire ce passage-là. Mais ce qui me plaît dans cette histoire-là, c'est cette histoire de complexe intellectuel familial. Avant qu'il arrive, qu'il revienne, elle lui dit « Attention, je fais des travaux dans ta chambre. » Alors il a l'habitude. Hein. Mais là, ce qu'elle fait dans la chambre, c'est qu'elle met une tapisserie sur tout un pan du mur de sa chambre de fausses bibliothèques. Et la bibliothèque est importante. Il n'y a pas vraiment eu de bibliothèque à la maison, pas vraiment eu de livres, si ce n'est quelques livres sans importance. Et vous le dites, cette bibliothèque en trompe-l'œil de ma chambre d'enfant est censée apaiser le complexe intellectuel familial. Est-ce que quelque part, il y a quelque chose à rattraper dans le fait d'être artiste ? Vous dites quelque chose dans cette phrase-là. Il y a aussi cette ville, Haguenau, qui fait moins rêver que Malakoff, etc. Il y a quoi ? Il y a un complexe qu'on raconte, il y a des origines aussi qu'on raconte, il y a un manque ou autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois que
Bon, dans le genre de... Enfin, je crois que c'est presque un genre littéraire en soi, le personnage qui revient dans sa ville. Et j'ai été lecteur de Retour à Reims de Didier Ribon, j'ai vu, je crois que c'est Retour à Forbach d'un documentariste, enfin des écritures plutôt documentaires ou alors des fictions, mais où le personnage serait censé venir corriger quelque chose ou apaiser quelque chose. Or là, dans le livre, je crois qu'il n'y a aucun drame vis-à-vis des origines du personnage et que même plutôt il en prend son parti. Il dit à un moment donné, il traverse Paris avec sa mère dans un bus à Impérial avec les commentaires touristiques. Et il dit que finalement, il remercie sa mère de ne pas l'avoir fait naître dans une ville. Enfin, il dit à Haguenau, aucun cinéaste de la nouvelle vague n'a chargé du poids de son génie les rues, aucun prix Nobel de littérature n'a écrit sur cette ville. Donc, il prend plutôt ça comme la possibilité d'une page vierge et puis, en fait, d'un grand jeu, quoi. Dans les remerciements, je dis à ma mère et ma sœur que je les remercie de m'avoir permis de faire d'elles des personnages de fiction et de notre histoire commune un terrain de jeu. Et je crois que c'est plutôt comme ça que le personnage voit ses origines, c'est-à-dire à la fois comme, en effet, il a fallu... la culture, c'est quelque chose qu'il a dû gagner, c'est un combat qu'il a mené, mais c'est aussi l'endroit d'où il vient, simplement la possibilité de faire à peu près tout ce qu'il veut, quoi, parce qu'il n'y a aucune pression sociale. Donc je crois que c'est vraiment pas pareil quand venir d'une famille qui aurait dénigré la culture et puis venir d'une famille simplement qui ne la pratique pas mais qui respecte ça, c'est deux choses très, très différentes, quoi. Et donc moi, dans mon cas, on a toujours respecté les musées, etc. C'est simplement qu'on pensait que c'était pas vraiment fait pour nous, mais il n'y a jamais eu de critique là-dessus, quoi. Et concernant ce papier peint en trompe-l'œil, cette bibliothèque vierge qu'on trouve dans les anciennes de bricolage et puis beaucoup maintenant dans les pubs irlandais de province pour donner une ambiance cosy, etc. Je crois c'est aussi lié au déguisement du personnage qui, quand il se promène comme ça avec cette chapka dans Malakoff, il y a l'idée un peu d'une pensée magique, ou de l'idée que par le décor ou par l'artefact, il pourrait tordre le réel à ses fantasmes, quoi. Et c'est pour ça qu'il va écrire le titre de son ouvrage et son nom sur l'une des tranches de livres, puisque cette bibliothèque, il n'y a pas du tout de nom ni rien, donc il va écrire pour la première fois son ouvrage, et son ouvrage existe bel et bien, Malakoff, Grégory Bucher. Il y a les mères, il y a la mère de Darius, il y a la mère qu'on retrouve dans votre récit, et il y a la mère de Dina aussi, Philippe Payat, parce que ce qu'on attend peut-être aussi des mères, c'est qu'elles soient peut-être fières de ce qu'on réussit. Dina est la copine de Darius. Quand je disais que vous racontiez aussi les discriminations raciales aussi, Darius est blanc, il va devenir un des musiciens de jazz, alors que les musiciens de jazz sont très souvent noirs, donc il va aussi avoir du mal à se faire accepter. Et Dina, elle est noire, et elle va avoir du mal à être acceptée en tant que professeur, en tant que noire dans les États-Unis de cette époque. Et le jour où elle va pouvoir monter d'un échelon et pouvoir arriver à être assistante de professeur, elle va aller le dire à sa mère en espérant que sa mère soit fière. Et ça n'intéresse pas vraiment sa mère. Voici la déception. Votre livre raconte vraiment comment les enfants ont envie de voir la fierté dans les yeux des parents. Oui, en fait, ce que vit Dina, qui est une femme noire, qui est l'une des toutes premières professeurs à Columbia dans l'Amérique des années 50, donc encore très ségrégationniste, ce qu'elle vit, c'est finalement cette difficulté en tant que noire d'exister dans un monde de blancs. Et on pourrait penser que sa mère l'encourage à gravir les échelons, et finalement sa mère est très critique sur l'ascension de sa fille, puisque sa mère lui dit « mais finalement, ce monde n'est pas le tien, tu n'y vivras que des désillusions, et donc échappe-toi de là », et elle n'est pas fière de sa fille. Et ça, c'est un peu le négatif de l'enfance de Darius, ou au contraire, la mère de Darius, qui était juif, tunisien, et dans un monde français,
la mère de Darius n'avait qu'une envie, c'est que son fils devienne français, devienne plus français que les Français, s'assimile et fasse sa carrière parmi les gens de France. Alors, Dina est un peu l'opposé en termes de parcours de Darius, notamment dans sa relation à sa mère. Mais ce que j'ai voulu aussi montrer, donc Darius commence sa vie à Tunis dans les années 30, et là il souffre de l'antisémitisme du monde musulman d'une part, et un peu aussi de l'antisémitisme d'une certaine France conservatrice d'autre part. Lorsqu'il vient en Amérique pour dérouler sa carrière d'artiste, lui, le blanc, va faire une musique de noir. Et donc, il va souffrir d'un double racisme. Il va souffrir du racisme des Blancs qui voient Darius comme un traître de jouer la musique des Noirs. Et il va souffrir du racisme anti-blanc des Noirs qui vont accuser Darius de leur voler leur musique. Et donc, finalement, que ce soit à Tunis, que ce soit en Amérique, on a toujours énormément de mal à exprimer son talent. Et on a du mal à exprimer son talent et même tout est organisé pour qu'on ne l'exprime jamais. Et finalement, c'est aussi un peu l'histoire de ce livre. Ce livre pose la question, comment un jeune homme arrive à croire en lui, en son talent et à l'exprimer. Et on se rend compte que finalement, c'est extrêmement difficile d'exprimer son talent car il y a plein de barrières. La première barrière, c'est soi-même. On ne croit pas en nous, donc on n'ose pas vivre notre vie rêvée. La deuxième barrière, c'est les parents. Et vous parliez de l'exemple de la mère de Dina. Les parents n'ont pas envie que leur fils ou leur fille vivent ce pour quoi ils sont faits, mais pour les protéger, par amour pour eux. Et puis, il y a la barrière de l'écosystème, le racisme, l'antisémitisme, le contexte historique. Bref, j'ai aussi voulu poser la question, comment on fait quand on a envie d'exprimer un talent? Comment on fait pour avoir la force et la persévérance d'y croire jusqu'au bout et de pouvoir se réaliser en l'exprimant? Voilà, c'est aussi l'histoire de ce livre. Et c'est aussi une histoire d'une époque aussi, et de la difficulté aussi pour certains musiciens de jazz noirs à l'époque d'être aussi acceptés. On croise Billie Holiday, entre autres, et la solitude des artistes aussi est extrêmement bien montrée dans votre livre, Philippe Ayat. Puisqu'on est avec la mer, est-ce que vous pourriez nous lire un petit extrait, notamment du retour de Darius sur ses terres d'origine où se trouve sa mère à Tunis? Volontiers. Donc, on est juste avant que Darius... Donc, Darius est allé faire carrière en Amérique et on est juste avant son retour à Tunis où il voulait aller revoir sa maman. Et il a lancé un nouveau mouvement qui s'appelle le cool jazz, qui est un mouvement de jazz dans les années 50. Il est avec Billie Holiday et c'est un moment où ils sont ensemble et Darius s'apprête à aller retrouver sa mère. Billie avait les yeux gonflés de chagrin. Comment c'était ce soir? Dari lui sourit et Billie acquiesça. Le cool jazz fait son chemin. Tu vas devenir un grand artiste, Dari chérie. Après un silence, elle ajouta: Tu as la force qui nous manque, Dari. Notre musique, c'est toi qui vas la faire connaître au monde. Et alors, un jour peut-être, dans une ville quelque part, des enfants joueront dans une rue Charlie Parker, sur une place Lester Young, dans un square Billie Holiday. D'où tu viens, Dari? Tu me le diras un jour? Alors je précise que Darius, c'est son nom américain, est muet, car il a perdu la parole suite à l'assassinat de son père, auquel il a assisté. Si elle avait su lire ses gestes, Dari lui aurait parlé d'un endroit perdu de l'autre côté de l'océan. Il lui aurait décrit les lumières de la petite France
qui s'étendait au-delà des remparts de la Médina et qu'il regardait après la prière, la main dans celle de son père. Il lui aurait raconté comment, levé tôt le matin, recroquevillé dans un coin d'une chambre minable sous les toits, sa mère apprenait le langage des signes pour le sortir du silence. Il lui aurait parlé de cette petite femme indomptable qui s'était opposée à son art, qui avait tellement réussi à le fortifier qu'il lui avait désobéi. Bientôt il rentrerait. Il fallait attendre un peu. Les mots pour Stella devaient encore inonder l'Amérique. Alors il reverrait sa mère pour célébrer leur succès et ils s'étonneraient ensemble des caprices du destin, puisqu'à cause d'elle, il avait failli ne pas être, et que sans elle, jamais il n'aurait été. Merci beaucoup Philippe Ayat. Cet extrait de ce livre prix des lycéens pour le Salon du Livre de Chaumont pour cette année 2020 au bas Le Cœur du Monde chez Calman Lévy. Grégory Bucher, on aurait beaucoup de choses à dire encore, et sur le livre de Philippe Ayat et sur le vôtre, qui est aussi une question d'identité par rapport à un coin de France d'où vous venez, l'Alsace, où on apprend aussi dans votre livre que votre grand-père a été un malgré nous. Donc là aussi, votre livre remonte l'histoire, est aussi un livre ancré dans notre histoire à nous, d'où on vient, et les différents combats qu'on a menés. Le livre sur la solitude, peut-être aussi, de l'artiste, on l'a un petit peu dit, le questionnement de l'artiste contemporain, pas toujours compris aujourd'hui, la solitude de ce Sam Safran que vous suivez. Mais j'aimerais qu'on finisse avec un extrait aussi de votre livre, où justement vous êtes revenu en Alsace, c'est bien ça l'extrait, et vous allez choisir... et d'ailleurs cet extrait montre aussi comment le paysage d'où on vit change et comment notre société de consommation change aussi. Et vous allez choisir l'un des objets indispensables à votre résidence et à votre double, Grégor. Donc en effet, le personnage passe quelques jours chez sa mère avant de partir en résidence pour Malakoff. Et là, dans sa ville natale, il se prépare au voyage. J'ai consacré cette ultime matinée à faire 2-3 courses dans le centre-ville, tout en m'exerçant à marcher avec mon Y. D'abord, je me suis rendu dans une boutique établie au fond d'une galerie marchande inaugurée dans les années 80. Ce genre de galerie où l'on trouve encore des cordonniers et des manèges monoplaces, chevaux, camions ou dingos à la peinture écaillée, qui se mettent à convulser quand on y insère 1 euro. Sans surprise, le magasin que je venais voir a baissé le rideau pendant mon absence. Il s'agit désormais d'un dépôt-vente, une succursale de la chaîne Troc Expert. C'est un local de commerce maudit, comme il doit y en avoir dans chaque ville. Un site parcouru de mauvaises ondes, où toute activité marchande semble promise au fiasco. Combien d'ambitions déjà fracassées contre cette vitrine, régulièrement occultée au blanc de Meudon. J'ai vu se succéder ici, à raison d'1 ou 2 faillites annuelles, une boutique de jeux de société, une laverie automatique, une agence d'intérim, un loueur DVD à l'aube du téléchargement illégal, un livreur de pizza, un salon de coiffure et un établissement de pompes funèbres. Rien ne résiste à ce lieu. Voilà pourquoi, depuis des années, je m'impose, en guise de modeste soutien, la discipline d'y faire un saut à chacun de mes retours, afin d'acheter ou de consommer quelque chose, qu'importe la boutique en place. J'aime l'idée d'être le seul client fidèle à cet endroit et d'opposer ma constance à la fluctuation de son activité. Ainsi ai-je pu, au sein de ces quelques mètres carrés immuables, m'offrir un jeu d'échecs magnétique, laver et sécher une housse de couette, faire semblant de chercher un emploi et repartir avec quelques annonces, louer La Famille Tenenbaum de Wes Anderson, commander une 4 saisons, me faire assez mal couper les cheveux et acheter une plaque funéraire en altu-glace décorée d'une colombe de bronze, sitôt déposée dans le cimetière voisin, sur la tombe d'un inconnu. Vu l'historique du lieu, ouvrir ici un dépôt-vente m'a semblé être une option tout à fait raisonnable. Une sorte de méta-magasin qui tenterait de liquider tout ce que les autres ont échoué à vendre avant lui. Je suis donc entré, certain de trouver là une babiole pour mon voyage à Malakoff. Pour finir, c'est vous deux qui avez choisi vos extraits. Il se trouve quand même que les 2 extraits sont des extraits de retour
au pays, de retour aux origines et au retour chez la mère. Dire que vraiment vos deux livres, même s'ils sont très différents, racontent cette quête personnelle, le chemin qu'on doit prendre à un moment donné et revenir aussi pour chercher quelque chose d'important. Donc merci infiniment Philippe Ayat, Où bat le cœur du monde, prix des lycéens pour ce salon du livre de Chaumont 2020 aux éditions Calman Lévy. Deuxième roman, on a bien compris que vous étiez en train d'écrire le troisième. Et merci infiniment Grégory Bucher, Malakoff aux éditions Verticales. J'imagine, vu le travail fait et le rapport à l'écriture que vous avez, les références aussi littéraires qui sont très nombreuses, je pense qu'il y a déjà un livre dans votre tête à venir. Je me trompe ? Ouais, à peu près. Oui. Enfin non, vous vous trompez pas. Je me trompe pas. La métamorphose a bien eu lieu. Ouais, merci beaucoup à tous les deux. Je viens, dans le cadre du Salon du Livre, parler de l'ouvrage que j'ai écrit qui s'appelle « De Gaulle et la Haute-Marne », à l'occasion, entre autres, des commémorations célébrant les 50 ans de la mort du général de Gaulle. C'est un travail d'histoire qui regroupe un certain nombre d'articles que j'ai écrits en majorité, mais il y a d'autres historiens qui ont participé à l'écriture de cet ouvrage. Nous avons travaillé avant tout à partir de documents sources, des documents sources que l'on a trouvés aux archives départementales, mais aussi ce sont des documents qui sont issus de nombreuses collections privées. Je suis actuellement en train de terminer un Master 2 d'histoire sur l'histoire de la mémoire gaulienne à Colombelles et deux églises. Et dans le cadre de ce travail de recherche, j'ai beaucoup rencontré d'habitants qui possèdent dans leurs armoires ou dans leurs greniers de nombreux petits trésors de mémoire. Et c'est à partir de ces documents que j'ai vraiment travaillé pour écrire cet ouvrage d'histoire. C'était vraiment un travail énorme de compilation et de rassemblement de toutes les sources que j'avais consultées depuis de nombreuses années. Donc il a fallu revenir sur le contenu de ces sources. Il a fallu poser véritablement les choses avant de passer au travail d'écriture. On voit comment se décline l'histoire nationale au niveau local. Parce qu'on va retrouver De Gaulle, par exemple, il y a un zoom sur le De Gaulle qui arrive le 21 octobre en 1944 à Chaumont. Chaumont est en train de se libérer et on le voit là en libérateur qui est accueilli par une foule en liesse, une ville qui est pavoisée de bleu, blanc, rouge. Et donc on revient sur cet événement national mais au niveau local. Et on va ainsi, tout au long de l'ouvrage, faire ce parcours-là, faire ce chemin-là. Et c'est ça qui est très très intéressant. Sans oublier Yvonne de Gaulle, parce qu'on parle souvent de Charles de Gaulle, mais Yvonne de Gaulle est aussi très présente dans l'ouvrage, parce qu'elle est très liée à ce territoire. Elle vient faire ses courses à Chaumont, elle connaît tous les habitants de Colombey, donc il y a des liens très très forts, et on découvre cette intimité à travers tous ces objets dans l'exposition, mais aussi tous ces documents d'histoire dans l'ouvrage. J'ai rencontré Lire à l'Est, le Pythagore Édition, dans le cadre de cet ouvrage. Et là, c'est la première fois que je travaille avec une maison d'édition locale, donc haut-marnaise, et ça, c'est très très important pour moi. Le salon du livre à Chaumont, c'est aussi pour moi quelque chose de complètement nouveau. Je connais bien sûr ce salon pour l'avoir fréquenté, mais de l'autre côté, là j'y viens en tant qu'auteur et c'est quelque chose, ça me réjouit énormément. Bonjour, je suis Frédéric Sirier, écrivain. Je vous retrouve aujourd'hui au Silo pour la remise du prix littéraire de la ville de Chaumont. J'en suis le président pour la deuxième année consécutive. J'en suis extrêmement heureux. Cette année, le prix est remis pour la partie adulte à Grégory Bucher pour son livre Malakoff.
Le prix littéraire de Chaumont existe depuis déjà un certain nombre d'années et se concentre sur la question de l'art. D'année en année, il salue, il consacre un livre qui parle, d'une manière ou d'une autre, de la question de l'art. Bien souvent, c'est de la fiction dont il s'agit. Cette année, le choix est un peu différent, car le livre Malakoff de Grégory Bucher raconte l'histoire d'une résidence d'artistes, dont Grégory Bucher parle en son nom propre, une résidence d'artistes qui a lieu à Malakoff, dans la banlieue sud de Paris, un nom aux consonances un peu russes, voilà. Ce n'est pas un livre de fiction, ce n'est pas un roman à proprement parler. Donc le choix de Grégory Bucher et de Malakoff, pour cette édition 2020, est un choix très très audacieux, finalement, puisqu'il est en rupture complète avec les prix précédents, qui à chaque fois récompensaient un roman. C'est donc une vraie nouveauté, et je pense un virage nouveau qui s'amorce pour les membres du jury du prix littéraire de Chaumont, en ce sens que désormais, davantage de livres qui ne sont pas directement du roman vont rentrer dans le champ de l'exploration, de la lecture, de l'analyse, de l'étude, oserais-je dire. Il faut savoir que le prix littéraire de Chaumont est extrêmement sérieux. Une quarantaine de livres sont étudiés au scalpel, sont discutés à travers plusieurs réunions. Donc c'est l'un des prix, sinon le prix, je vais être très clair, le plus sérieux que je connaisse, hein, et ça rigole pas. Donc être président du prix de Chaumont, vous passez un sale quart d'heure. Voilà. La sélection finale a été féroce. 3 livres se sont finalement distingués et sont entrés dans une sorte de compétition vraiment difficile. Je crois que ce qui a fait la différence, c'est la passion des 2 personnes qui ont présenté ce livre et qui étaient vraiment habitées, et le sentiment aussi que si ce choix était fait, c'était le choix de l'audace qui s'opérait en quelque sorte, et que ça valait le coup de proposer ça. Alors c'est l'association des Amis du Livre de Chaumont qui s'occupe de ce prix, avec la personnalité explosive de Catherine Boquillon, qui est souvent à la tête un petit peu des débats, et il s'en occupe formidablement. Un prix littéraire, c'est un prix, ça veut dire, normalement, un peu d'argent. La dotation du prix littéraire de Chaumont est de 1 000 € par lauréat, qui sont donnés par le Crédit Mutuel. Je m'appelle Chebanjot Temilodoua, c'est Temi pour faire court, et je suis lycéenne en terminale et je suis représentante de la jury des lycéennes. Le jury des lycéens, c'est un petit peu comme le jury adulte. On a une sélection de livres à lire et puis pendant l'année, on lit beaucoup de livres et on fait des échanges entre nous, on fait des petites réunions où on parle à chaque fois de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, pourquoi ça nous plaît, pourquoi ça ne nous plaît pas. Et puis à la fin, on fait un vote, on vote pour le livre qu'on préfère. Cette année, le lauréat est Au bas le cœur du monde de Philippe Ayat. En fait, le livre il parle un petit peu d'un jeune garçon, Darius, qui, quand il était jeune, il a vécu les trucs les plus dramatiques, parce que c'est un garçon qui est devenu muet après la mort de son père et qu'il a vu mourir entre une guerre contre les Arabes et les Juifs. Et donc avec ça, il est parti avec sa mère à Tunis. Il a eu beaucoup de difficultés, il est devenu muet et puis il peut parler à cause de ce traumatisme. Mais il a trouvé sa voix avec la musique et c'était vraiment son parcours où il a essayé d'apprendre à parler avec la musique. Même malgré le fait que sa mère ne comprenait pas ce qui lui passionnait tant dans la musique, il a fait tout ce parcours, il est parti à la guerre pour pouvoir accomplir son rêve. Il s'est arrivé aux États-Unis sans rien, il n'avait ni maison, ni quoi manger, il était devenu addict à la drogue, il habitait dans un appartement insalubre. Même après tout ça, il a quand même continué avec son rêve. Et donc c'était ça qui nous a passionnés, je pense. Les autres livres, oui, ils étaient tous géniaux, c'était vraiment difficile de choisir, mais celui-là, c'était vraiment, on pouvait s'identifier à lui. Parce qu'à 17 ans, il a eu une seule passion, jouer de jazz, faire de la musique. Et puis il est parti abandonner sa mère qui a tout fait le parcours avec lui. Il l'a abandonné juste pour partir accomplir son rêve. Donc c'était vraiment un truc exceptionnel. On sentait ses peines, on sentait ses douleurs, on comprenait à quel point c'était difficile pour lui de ne pas pouvoir parler, mais de pouvoir au moins avoir le sentiment de parler à travers sa musique. Et puis faire tout ça juste pour arriver à ça, c'est ça qui nous a, je pense, faire ce choix.
Les deux ouvrages, celui de Philippe Ayat et celui de Grégory Bucher, ceux des éditions Lire à l'Est et de Frédéric Siriès sont disponibles dans votre médiathèque Les Silos et au sein des 3 librairies chaumontaises à la Une, Apostrophe et le Pythagore. Et merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine émission.